Le cercle RH, notre débat quotidien. On parle du numérique, on en parle beaucoup du numérique, c'est un secteur sous tension qui recrute. Et si le numérique devenait un outil d'inclusion, d'insertion pour des jeunes, des quartiers comme on les appelle, on va revenir évidemment sur cette dénomination qui est pas très belle, mais des jeunes éloignés de l'emploi qui pourraient trouver un sens à leur vie à travers une formation puis un emploi. Alors il y a plein de métiers dans le numérique et on va en parler. On a des acteurs de ce sujet qui sont engagés sur cette question. Je salue Delphine Rémy-Boutan, vous êtes CEO fondatrice de The Bureau et vous êtes venue sous le bras avec ce livre, Elle change le monde. En un mot, The Bureau, c'est quoi exactement ? The Bureau, c'est un groupe, bonjour d'abord, Bonjour. C'est un groupe de communication qui produit la JFD, et la JFD qui est un accélérateur de croissance pour les startups tech en Europe et en Afrique, depuis 10 ans. Depuis 10 ans, on parlera du numérique, on parlera aussi des femmes, j'en suis sûr, dans le numérique, parce que c'est un autre sujet dans le sujet. Non seulement il faut que les jeunes garçons aillent faire du numérique, mais il faut aussi dire aux filles, allez-y. Absolument. Il y a des places pour vous, on est d'accord ? Absolument. Et ce livre le montre des rôles modèles pour qu'elles s'inspirent d'autres femmes qui sont dans ce Je vais le montrer à l'antenne, Elle change le monde. On appelle ça des femmes inspirantes. C'est des femmes qui montrent le chemin. Il y a plein de personnalités, dont la secrétaire d'État que je découvre, et plein d'autres femmes qui font des choses incroyables. Je vous présente Patrice Anato. Bonjour Patrice. Bonjour. Ravi de vous accueillir, député de Seine-Saint-Denis LREM. Vous avez décidé d'écouter le discours de 2017 du président de la République qui, à l'époque, avait évoqué, en parlant de la Seine-Saint-Denis, d'en faire une forme de Silicon Valley, d'un pôle d'excellence sur le numérique. Et vous dites, en janvier, je vais lancer le grand numérique. C'est un travail titanesque, on va en parler, pour flécher, accompagner et emmener ces jeunes hommes et femmes sur le chemin de l'emploi. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Et puis, Frédéric Bardot est avec nous. Bonjour Frédéric, bonjour. Président et cofondateur de Simplon.co. C'est une école dont on parle beaucoup ces derniers mois. Vous êtes très engagé sur ces questions d'insertion, les accompagnements de tous les dispositifs, je pense au contrat d'engagement jeune, notamment avec des jeunes éloignés, très éloignés de l'emploi, qui vont faire ces 15-20 heures de formation. Ça, c'est intéressant. D'abord, un premier mot et un tour de table. Et je me tourne vers vous parce que c'est vous qui portez sur vos épaules cette philosophie. Vous dites la Seine-Saint-Denis mérite mieux que cette image de quartier difficile, de taux de chômage qui explose. Moi, je relève le défi et je veux en faire un département, l'un des plus pauvres, si ce n'est le plus pauvre de France, le département qui serait quoi ? La Silicon Valley, pour reprendre les mots du président de la République ? Tout à fait. L'idée, c'est vraiment que ce département change de narratif. Comme vous l'avez dit, on en parle souvent pour des faits divers, alors qu'il y a un potentiel énorme dans ce département, au niveau du potentiel humain, au niveau aussi des talents et des compétences qu'on peut y trouver ou qu'on peut former. Et donc l'idée, c'est vraiment de transformer ce département en un département attractif qui connaisse un vrai développement économique et qui soit la Silicon Valley à la française, comme on l'a appelé. Je suis convaincu que la Seine-Saint-Denis est une terre d'avenir, d'inclusion, d'innovation, tant par ses ressources humaines, sa situation géographique, ainsi que son potentiel économique et écologique. Ça, c'était le discours du président Macron. Tout à fait. Vous en pensez quoi, tous les deux, de cette question-là ? Parce qu'on fait focus sur la Seine-Saint-Denis, vous en êtes un représentant, l'un des députés. C'est une question fondamentale, ça, parce qu'on a des chefs d'entreprise qui disent « moi, je ne trouve pas ». Et puis, de l'autre côté, exactement, on a des jeunes qui cherchent leur voie et ne la trouvent pas. C'est ça le débat aujourd'hui. C'est le double gâchis, absolument. Voilà, donc Simplon est né en Seine-Saint-Denis, donc on a formé plus de 3582 personnes en Seine-Saint-Denis, donc c'est ça que j'aime beaucoup dans l'initiative du député Anato, c'est que c'est sur des épaules de géants, ça continue une dynamique, ça vient la booster, et nous on constate depuis 2013 que c'est un département avec des talents incroyables, une diversité incroyable, et le numérique a besoin de diversité. Le numérique est un boys club, comme on dit, un petit club d'hommes un peu réservé aux hommes, qui sont un peu tous pareils. C'est un peu l'armée des clones. Hein. C'est vrai. Voilà. Il y a un peu la caricature de l'informaticien, qu'il faut casser, ce type un peu derrière son écran. Voilà. Donc il y a des talents de la diversité. Le numérique en a besoin. Les talents ont besoin de bénéficier des opportunités par les métiers du numérique. Donc tout le monde est gagnant là-dedans. Il suffisait d'une petite étincelle, pas pour mettre le feu aux banlieues comme d'habitude on en parle si mauvaisement, mais là effectivement c'est... Oui. Delphine Rémy-Boutan, la question qui est posée par ce député, c'est de dire bon, moi je vote des lois à l'Assemblée, mais je suis aussi le député d'un territoire. Là, c'est la Seine-Saint-Denis, et là, il embrasse tout le territoire. Il décide
d'embrasser tout son département et de dire on peut pas continuer comme ça avec cette caricature d'un département où la jeunesse attend quelque part qu'on lui tende la main, qu'on lui dise tu peux faire quelque chose de ta vie. C'est de ça dont il est question. Je mets les femmes, je mets les hommes. Hein. Bien sûr, non mais c'est bien le sujet. Et le numérique, le digital a ce pouvoir formidable de rebattre les cartes. 180 000 emplois dans le numérique qui sont, comme vous le disiez, pas pourvus aujourd'hui. On a besoin de ces talents, on a besoin d'aller justement toutes ces intelligences artificielles qui sont créées et pensées par ce que disait Frédéric, des clones. On a besoin de ce regard, on a besoin de leur regard. Et moi, je leur dis, venez, il fait bon travailler dans ce secteur-là. On est bien payé. C'est important de le dire parce que c'est un tabou en France. Il faut être formé. Enfin, on va parler de la formation parce qu'il Absolument. y a l'angoisse de la formation. Moi, si on me disait je perds mon emploi, il faut que tu partes dans le numérique, honnêtement, j'aurais une angoisse abyssale parce que je suis d'une autre génération. Les jeunes, c'est différent quelque part. C'est quoi? C'est des numériques natifs, quoi. Ils sont déjà dedans depuis qu'ils sont tout petits. Non? Oui. C'est plus facile. Oui. Non, j'ai ce sentiment-là. Oui, mais je pense aussi qu'il y a cette nébuleuse, et peut-être Frédéric, tu le diras aussi, mais il y a une nébuleuse sur quels sont les métiers du numérique. Et je pense qu'il faut... C'est clair. Il faut donner envie. Et nous, on le fait à la JFD depuis 10 ans, en présentant justement des rôles modèles, des femmes qui travaillent, des femmes et des hommes. Et qui expliquent concrètement ce qu'elles font. Absolument. Parce que le numérique, c'est tellement vaste, c'est comme journalisme, hein, c'est très très vaste. Il y a des journalistes à l'international, comme il y a des journalistes de Rose et de Jardin. C'est une centaine de métiers différents, le numérique. Il y en a qui sont niveau bac plus 5 et d'autres niveau bac plus 2. Donc il y en a pour tout le monde. Et dans tous les secteurs, on est d'accord? Absolument. Non, mais tout le monde est dans le business du numérique. Les médias sont dans le numérique, l'agriculture est dans le numérique, les PME, l'artisanat. Tout le monde a besoin de développeurs, de développeuses. Toutes les activités aujourd'hui sont dans le numérique. Le numérique est transversal à tous les secteurs d'activité. Et cela offre des opportunités à des jeunes, qu'ils soient infra-bac, bac ou bac plus. Il y a des opportunités pour tous les niveaux. Alors, vous avez lancé ce dispositif le 31 janvier 2022. J'ai même l'heure. À 17h30, c'était à l'Assemblée nationale. Oui. Comment il est né? J'imagine qu'il y avait beaucoup d'émotions quand on lance à l'Assemblée nationale ce type de dispositif. Comment il est né et comment tout ça s'est construit au fil des mois, pour ne pas dire au fil des années? Comment vous avez fait? Parce que c'est pas simple quand même de monter un dispositif aussi lourd. Oui. Vous avez rappelé tout à l'heure le discours du président de la République en 2017 qui comparait ce département à une terre d'innovation. Et effectivement, c'est une idée qui est née aussi à partir de ce discours. C'est d'abord comment trouver les acteurs de l'écosystème du numérique, comment les mettre ensemble et pouvoir trouver une articulation entre ces différents acteurs qui ont l'habitude de travailler, mais chacun de son côté, et mettre une impulsion, faire un outil catalyseur pour pouvoir apporter de la formation au plus grand nombre et aussi accompagner chaque personne qui rentre en formation jusqu'à la signature d'un contrat d'embauche, puisque c'est un secteur qui a besoin de recruter, mais qui manque de compétences. Et donc, il faut former et ensuite mettre en face les besoins devant les compétences. L'actualité va en parler, elle en a déjà parlé de ce contrat d'engagement jeune. Il y a plusieurs dizaines de milliers de contrats qui vont être signés au 1er mars. Comment vous vous implémentez dans ce dispositif? Parce que la réalité, c'est pas tant de réunir les préfets et les députés autour d'une table. Je ne veux pas du tout vous le savez d'ailleurs mieux que moi. La vraie réalité, c'est d'aller trouver des jeunes, les sélectionner, faire en sorte qu'ils suivent les formations, et qu'à la sortie de la formation, un employeur dise « Bon, moi, ça me va, il fait le job ». C'est ça votre difficulté, vous êtes d'accord avec moi? Oui, c'est un alignement de planète, on en parlait avant l'émission. Effectivement, ça va du début à la fin, effectivement du sourcing jusqu'au placement, jusqu'à la formation. Et c'est un nombre d'acteurs incroyable. Donc le contrat d'engagement jeune, ça vient se rajouter, mais il y a nos amis de Pôle emploi, il y a les missions locales, il y a tous ces acteurs-là. Mais rien n'est possible sans les entreprises qui s'engagent pour la diversité et qui disent oui, moi, des jeunes de Seine-Saint-Denis, j'en veux. Non, mais rien sans tout ça, mais rien sans vous. Parce que ceux qui forment, c'est les profs qui sont dans les salles, c'est ceux qui arrivent à les motiver, c'est ceux qui leur disent lâche pas, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent. Puis en cours de route, ils ne vont pas au bout. Oui, absolument. C'est une réalité, ça. Oui, on n'a que 4% de décrochage à Saint-Plon, ce que je pense qu'on sélectionne bien, et on est basé sur la motivation. On ne demande pas aux gens ce qu'ils ont fait avant, on demande ce qu'ils ont envie de faire. Et effectivement, ils ne lâchent pas. Mais les profs dont vous parlez, à Saint-Plon, on regarde les besoins des entreprises. Et plus on est près des besoins des entreprises, plus l'employabilité est forte. C'est ça. Et si on forme des gens qui sont en retard d'une guerre ou d'une technologie,
forcément les employeurs ils en voudront pas. Là, vous parlez à Jean-Michel Blanquer, là, quand vous dites ça, non? Non, Vous vous adressez au ministre de l'Éducation nationale. Non, Il faut bien coller aux besoins. En tout cas, pour la formation professionnelle. Pour l'éducation nationale, Ah bah non, il faut mais- aussi former des citoyens. Non, pour les humanités, il faut évidemment continuer à étudier la littérature française et mondiale. Delphine? C'est Sir Robinson qui disait, pour changer le monde, il faut commencer par changer l'éducation. Mais je veux juste revenir sur le point de formation. Effectivement, c'est une chose, mais il y a aussi toutes ces personnes qui aujourd'hui veulent entreprendre, parce que et l'accès au financement est essentiel. Et je crois que le grand numérique va participer aussi à donner sa chance à un nombre de jeunes aujourd'hui en Seine-Saint-Denis qui se disent moi j'ai envie de créer mon entreprise tech pour changer le monde, pour participer à un monde meilleur grâce aux nouvelles technologies. Et pour ça j'ai besoin d'être financé. Le grand numérique, je l'ai dit, c'est janvier, donc c'était il y a un mois. Oui, il y a Tout ça est très jeune, très frais. Vous allez le mettre évidemment progressivement en place. C'est quoi? C'est du bâti, c'est des murs, c'est des salles de classe, ou c'est plutôt un esprit, une dynamique, une philosophie? Comment ça va marcher concrètement? C'est tout ça ensemble. Le grand numérique a déjà des locaux qui sont des locaux physiques, et donc il y aura un espace pour incuber certains jeunes start-upers. Ça sera où concrètement? Ce sera à la Courneuve. À la Courneuve. Il y aura également de l'espace pour de la formation, donc les organismes de formation, Simplon et tous les autres qui sont partenaires pourront délivrer des formations dans ces locaux. Il délocalise. Mais en plus de cela, nous avons un accord avec la majorité des élus locaux du département pour pouvoir rapprocher la formation au plus près des apprenants. Et donc, il y a des villes candidates qui donneront accès à des locaux que nous appelons des campus LGN, campus le grand numérique, où les formations pourront se faire. Parce que l'idée, c'est de ne pas faire partir un jeune depuis Montreuil pour venir à Noisy-le-Grand se former. Évidemment. Au bout de quelques semaines, il va décrocher. Évidemment. Et donc, j'ai raté le bus, il n'y a pas de bus, le métro machin, puis à la fin on ne vient plus faire la formation. Exactement. Puis grâce au digital aujourd'hui, on peut quand même aussi travailler à distance. À distance. Juste sur ce point-là, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on nous a beaucoup parlé, et on l'a vécu d'ailleurs, le distanciel. Nos invités étaient parfois en distanciel. Il y a quand même besoin, non, d'avoir un prof en physique. C'est quand même, non. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le pédagogue, l'éducateur? Nous, on croit beaucoup au synchrone, c'est-à-dire le face-à-face pédagogique. On est d'accord. En présentiel, c'est vraiment mieux pour les publics auxquels on s'adresse. C'est vrai que les gens qui sont autonomes, qui peuvent se lever le matin pour se connecter sur un MOOC, ils sont déjà bien mobilisés. C'est pas les publics qu'on vise. Oui. Mais il faut de tout. La formation, il y a besoin de diversité aussi dans la formation. Non, mais je veux dire, la demande aussi de ces jeunes ou des parents de ces jeunes qui parfois sont un peu perdus aussi, se disent, je sais pas. Non, c'est se lever, aller ensemble. Voilà, et aller ensemble aussi. C'est-à-dire qu'il y a l'idée d'un groupe aussi qui s'engage dans une démarche. Je pense que ça joue beaucoup, ça, pour le. Oui, nous, on les jeunes. Par cohorte, par promotion. Donc, on ne recrute pas des individus. Mais cohorte de Romain, enfin, c'est. Presque, oui. Pour manger du code matin, midi et soir pendant 6 mois, il faut effectivement être un peu soudé, un peu collectif. Le message que vous faites passer, vous dites aux jeunes filles, allez-y. Ça bouge ou pas sur cette question? Parce que les chiffres bougent assez lentement quand même. Il y a beaucoup de dynamique, il y a beaucoup de mots, beaucoup d'invités sur ce plateau nous disent on se bat, ça avance. Quand on regarde les chiffres, ça avance quand même assez lentement. La réalité est que non, les chiffres ne sont pas bons. Mais il y a toujours l'optimisme de la volonté. Et en arrivant ici, pour arriver à la rue Chateaubriand, je suis passée par la rue Lord Byron. Oui, Lord Byron. Et Lord Byron, c'est le père de Ada Lovelace. On parle de code. Le code est un langage et c'est une femme qui l'a créé. J'ai appris quelque chose là, vous voyez. Et je pense qu'il faut rappeler effectivement que les pionnières, celles qu'on mettait derrière à écrire des lignes de code. C'était des femmes, c'était les figures de l'ombre, c'était les computer ladies. Il n'y avait pas de mot en français pour dire ordinateur. Non, c'est computer, ça au début, c'est vrai. Qui étaient des grosses machines. Et donc elles avaient double peine, elles étaient femmes et elles étaient noires. Et donc on les mettait dans des petites salles, c'est ce film, Les figures de l'ombre, où elles codaient à la main. Et puis, les grands ordinateurs sont arrivés, IBM, etc., qui ont... Donc, des sous-salariés, entre guillemets, dans leur situation. Des calculatrices. Des calculatrices, qui étaient un travail très fastidieux, très difficile. Margaret Hamilton, qui a contribué au premier pas de l'homme sur la Lune. Et c'est pour ça, nous, à la JFD, qu'on a créé ce prix, les Margaret, qui est sous le patronage du président de la République. Et donc, dans les années 70, quand le numérique prend ses lettres de noblesse, les hommes s'engouffrent dans ce secteur. Et poussent les femmes, les font sortir du jeu. Parce qu'une femme ne fait pas carrière à l'époque. Mais juste pour revenir sur le mot ordinateur, on parle d'alignement de planètes. Ordinateur, c'est IBM qui l'a créé, et c'était parce qu'il fallait trouver un mot français, puisque computer n'existait pas. Et
il avait été choisi à l'époque ordinatrice. Absolument. Et ça n'avait pas été retenu parce qu'on avait dit c'est trop féminin. Et ordinateur. C'est incroyable. Et- L'histoire d'un métier à travers son étymologie. Et ordinateur, c'est Dieu mettant de l'ordre. Et je crois qu'il est grand temps. Dieu mettant de l'ordre. C'est l'étymologie de. Ordinateur, le grand Et ordinateur. il est grand temps de C'est pas le mettre, grand ordonnateur, là, c'est l'ordinateur, c'est ça. Hein. Exactement. de mettre de l'ordre dans ce monde qu'on veut meilleur. Grâce aux technologies, où en fait on est en train d'écrire ce nouveau monde. Vous allez, si on reste 2 secondes sur votre philosophie qui est totalement passionnante, sur l'histoire des femmes, de la manière dont on a nommé ces instruments qui sont de notre quotidien, est-ce que vous allez jusqu'à penser, c'est un débat qu'on a aussi sur la relation au pouvoir, lorsqu'une femme prend la tête d'une entreprise du CAC 40, lorsqu'elle décide et qu'elle agit, est-ce que vous dites plus de femmes dans l'informatique est une autre manière de penser l'informatique? Est-ce qu'elles peuvent bouleverser, transformer le regard que certains ont? Parce que l'informatique, c'est à la fois formidable et puis c'est extrêmement dangereux. Enfin, c'est le débat qu'on a sur Internet. Ah non, mais vous êtes d'accord? Ah bah complètement. Puis surtout, c'est une réalité qui est culturelle. Ce qu'on décrit là, c'est un problème européen et nord-américain. Nous, on est présent au Maroc et en Inde. En Inde, un développeur sur 2 est une développeuse. C'est vrai. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'histoire de genre. En Malaisie, 70% des informaticiens sont des informaticiennes. Et donc ça change complètement les datas, les algorithmes, la manière de faire du Donc numérique. la matière brute de l'informatique est transformée parce que ce sont des femmes qui malaxent ces données. Il y a 43% de femmes. C'est pas du tout la même ambiance que dans les écoles d'informatique. C'est vrai. Où il y a 10%, voire moins parfois. Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat? Parce que vous êtes un élu, donc vous vous engagez une politique. Mais ce débat philosophique, j'imagine que vous le portez quand vous vous déplacez dans votre circonscription. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes filles? Parce que vous les rencontrez, ces jeunes filles, dans les missions locales, sur des centres d'insertion. Justement, un des objectifs que nous poursuivons dans le grand numérique, c'est aller aussi vers ce public de femmes, puisqu'on dit aujourd'hui que c'est 24% de femmes dans les métiers du numérique. Déjà, les quartiers sont généralement éloignés de l'emploi, sont victimes de la fracture numérique, et aussi les femmes, bien entendu, qui sont encore les plus éloignées. Et l'idée pour nous, c'est d'aller aussi sensibiliser dans les quartiers les jeunes femmes à s'investir dans les métiers du numérique. Juste un petit mot, Patrice Anato. Ces 20 000 personnes, sur quelle durée vous l'êtes fixé, sur quel calendrier? Parce que votre objectif, c'est d'accompagner, de former 20 000 personnes. Voilà. C'est pas rien. C'est pas rien, mais en même temps, c'est pas très ambitieux, peut-être, quand vous comparez avec le besoin en Ile-de-France pour l'année 2022. C'est combien là? C'est pas moins de 45 000 postes à pourvoir dans les métiers du numérique. Et nous nous engageons dans le grand numérique à former et insérer 20 000 personnes d'ici 2027. Donc on est 2027, hein. Voilà. Donc sur 5 ans. Vous êtes projeté sur vous avez enjambé l'élection présidentielle. Oui, on peut le dire. De toute façon, c'est un dispositif qui est pérenne et qui va demeurer dans le temps. Financement, juste d'un mot, et on va revenir ensuite sur la formation et sur la diversité des métiers. J'aimerais qu'on affine un tout petit peu. Le financement, c'est région, État, département, comment ça marche? Alors, les formations, pour partie, sont financées par la région qui a déjà l'habitude de faire. Il y a également le plan de relance, un plan Jeune, une solution, qui prendra aussi... notre partenaire. Voilà. Et également les dispositifs déjà existants sur l'apprentissage. Mais à côté, le grand numérique, c'est aussi un outil qui va pouvoir injecter des fonds venant des partenaires privés pour accompagner les créateurs de start-up, les créateurs d'entreprises innovantes et parfois accompagner aussi certains dans le cadre du financement de la formation. Tiens, ça me donne l'idée pour terminer notre émission, les liens que vous avez, vous l'avez dit, il faut que les formations soient au plus près des besoins des entreprises. Les entreprises vous accompagnent, elles sont à la porte des grilles de Saint-Plon, elles attendent les élèves et les prennent. Enfin, j'imagine qu'on les arrache, vos élèves là. Dans une certaine mesure, après, comme ils ont des profils atypiques, on est obligé de se battre aussi pour montrer qu'ils sont aussi compétents. Pour qu'on soit très clair, quand vous dites vous, en tant que patron de cette belle école, les profils atypiques, ça veut dire qu'il y a une forme, on peut le dire, de discrimination sur quoi? Sur les quartiers, sur la couleur de peau, sur les soft skills, sur le genre, sur comment on est. Sur le niveau de diplôme, le stigmate en France le plus prégnant, c'est le niveau de diplôme. Si vous êtes décrocheur scolaire, effectivement, ça va être très très compliqué de pouvoir rentrer. Vous, votre boulot, c'est de dire, ce garçon est allé jusqu'en 3e, après il a décroché. Notre boulot, c'est les compétences. Mais il a les compétences. Compétences. Exactement. Si vous voulez un développeur, voilà un développeur. Effectivement, il n'a pas fait d'école d'ingénieur, mais prendre un ingénieur et le transformer en développeur, c'est un non-sens économique. L'ingénieur, il ne va pas coder plus de 6 mois, et ça va le gonfler, il va vouloir faire autre chose. Et en plus, c'est beaucoup plus cher.
Et c'est beaucoup plus cher. Bah oui. Oui, d'un point de vue économique, tout le monde s'y retrouve. Le jeune trouve sa place, Exactement. mais vous dites quand même qu'il faut que l'entreprise fasse confiance. Oui, il faut. Non, mais il faut quand même ça. Ouverte sur la diversité, sur l'engagement. Delphine Rémy-Bouton, vous êtes d'accord? Parce que là, on est sur une vision très philosophique et très positive, et c'est génial d'engager. Vous êtes engagé. Ensuite, il y a la réalité du chef d'entreprise qui vous dit « Ah oui, mais non, il n'a pas le bon profil, mais non, il ne vient pas du bon quartier, mais il vient de la Courneuve. » Vous comprenez, enfin, tout ce que vous avez déjà entendu. Comment on fait là? C'est pour ça qu'il faut des chefs d'entreprise qui soient aussi eux-mêmes engagés dans ce combat, parce que c'est un combat. Moi, j'ai travaillé 14 ans chez IBM, à Londres et aux États-Unis, avant de rentrer en France pour entreprendre. Vous êtes aussi encyclopédique sur ces questions. Pour rentrer en France en 2012 pour entreprendre. J'ai eu 4 au bac en maths. Ah, j'ai eu 7. Et 18 en philo. Bon, ça, Ah, j'ai eu 16. Bon, bravo. Oui, on n'est pas loin. Et pourtant, j'ai travaillé dans cette grande entreprise de la tech. Et la compétence principale pour travailler dans le numérique aujourd'hui et demain, c'est la créativité. Parce que l'intelligence artificielle fera tout le reste. Et ça, c'est une bonne nouvelle, d'ailleurs, puisque nous allons nous concentrer sur ce que nous savons faire, c'est-à-dire être créatifs. Et donc, c'est pour ça que c'est ouvert à tous. Et toutes ces jeunes de la Seine-Saint-Denis, venez vous former chez Simplon, venez travailler grâce au choc législatif. Nous, on travaille sur ce choc sociétal, pour montrer des rôles modèles, et puis cette partie financement pour ceux qui voudraient entreprendre. Vous, Delphine, The Bureau, mais aussi ce que vous organisez à travers tout ce travail de pédagogie, d'échange, de colloques, de conférences, comment vous avez envie d'aider Patrice Anato? Comment vous allez vous rencontrer là concrètement? Alors, vous vous rencontrez sur le plateau, bien sûr, mais c'est quoi l'idée? Comment vous pouvez faire? J'aime bien les émissions où on fabrique en même temps la rencontre, c'est pas mal. Je suis membre fondatrice du Grand Numérique et merci de ta confiance, Patrice. Mais comment? En fait, justement, on se retrousse les manches et le travail commence. Puisque Patrice parlait tout à l'heure d'écosystème. Oui. Et je pense qu'il faut absolument, effectivement, aller chercher les écoles qui vont former, mais ceux qui vont aller recruter. Et aujourd'hui, on a la chance, et Patrice Anato a fait un formidable travail de recrutement d'entreprises privées. Il y a plusieurs entreprises aujourd'hui, on a dépassé 85 entreprises. Et qui vous disent, Banco, nous on vous aide. Et qui ont signé des lettres d'engagement pour accompagner le grand numérique. Parce que financièrement, pour accompagner au niveau de l'emploi, pour dire on embauchera. On embauchera. Recruter, c'est ça l'enjeu. Oui, recrutement. C'est l'embauche, c'est le critère qui a déterminé en fait. Mais ils ont tout intérêt d'ailleurs les entreprises. Hein. Oui, puis en plus ça déclenche les financements. Si on a une promesse d'embauche, on va voir Pôle Emploi et il y a financement. D'accord, donc ça permet évidemment. Oui, c'est assez vertueux. Oui. La suite, les métiers les plus demandés en ce moment, parce que là, vous êtes connecté aux entreprises. Ouais. Développeur. Le numéro 1, c'est toujours développeur. Développeur, concrètement, c'est quoi? C'est un type qui code, qui fabrique quoi? Exactement, c'est quelqu'un qui de zéro va pouvoir créer un service numérique, une application, un site internet. Donc il connaît la langue des machines et il est capable de leur faire exécuter ce qu'il veut. Donc maintenant, ça c'est le métier générique. Maintenant, il y a des spécialités, c'est développeurs sur l'IA, développeurs sur le cloud, DevOps aussi. Donc ça, c'est des gens qui travaillent avec les métiers, avec les usines. Mais ça reste le métier numéro 1. Mais le deuxième métier, il est surprenant. Le plus en tension du numérique, c'est commercial. Exact. Il y a des gens qui vendent des solutions numériques. Et ça, des commerciaux. En Seine-Saint-Denis, des gens qui sont capables de vendre des choses, qui ont la tchatch et qui sont motivés, je pense qu'on va en trouver plein. Vous êtes d'accord? Je suis tout à fait. Parce que c'est un mix de technologie, mais aussi de feeling, de marketing, de façon de se tenir, d'y aller, quoi. Et c'est d'ailleurs. Il y a du culot aussi en Seine-Saint-Denis. Ah oui, de l'audace. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle des métiers de l'écosystème. C'est pas seulement celui qui est sur son ordinateur, mais c'est celui qui sait aussi présenter les outils du numérique et qui peut les commercialiser. Et donc il y a vraiment une palette d'opportunités à saisir dans le grand numérique et ses partenaires. C'est donc on l'a bien compris, un outil d'insertion extraordinairement efficace. Vous avez une école très dynamique et vous avez une initiative, une activité très forte, mais est-ce qu'à un moment donné tout ça va se tarir? C'est-à-dire que, vous savez, à une époque on nous avait dit ça sera l'électronique, il fallait que tout le monde fasse de l'électronique, puis un jour il y a eu la crise de l'électronique, le secteur s'est cassé la figure, ça a fait fermer des centaines d'entreprises, on s'en souvient.
Est-ce que vous avez une prospective en disant, bon, ok, on a encore 10 ans où on va faire du numérique, puis à un moment donné, tout le monde fera du numérique, et non? Là, vraiment, toutes les études de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences montrent que les métiers du numérique, ça va continuer à augmenter pendant au moins 10-15 ans. C'est ça, 10-15 ans. Ouais, ça c'est sûr. Après, faire de la prospective des métiers à plus de 10 ans, je pense que c'est de la voyance. Mais en tout cas, pendant 10 ans, et les IA ne vont pas remplacer les développeurs. Les IA vont coder avec les développeurs, et donc ça ne va pas s'arrêter. Vous avez conscience qu'une partie de la population, malgré tout le sujet passionnant qu'on a, est totalement décrochée. 18 millions de personnes. On est d'accord. Absolument. Il y a 18 millions, j'en fais presque partie, qui à un moment donné décrochent parce qu'ils ne comprennent pas les termes, ne comprennent pas les sigles, ils ne savent pas de quoi il est question. Enfin, Mais là où ça peut être vertueux, c'est que ces illettrés du numérique, qui peuvent s'initier au numérique, découvrir les métiers du numérique et devenir des professionnels du numérique. Ça, c'est intéressant. Oui. Absolument. Vous êtes d'accord avec ça, Delphine? Absolument. Parce qu'il y a quand même un travail de pédagogie. Complètement. N'ayez pas peur. Démystifier. Et je me parle à moi-même d'ailleurs. Hein. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, toutes les grandes entreprises, on parlait de commercial tout à l'heure, et effectivement, ceux qui ont la niaque et qui ont envie d'aller vendre, les grandes entreprises aujourd'hui, vendeurs de logiciels en France, sont, je reviens sur mon sujet favori, dirigées par des femmes. Émilie Sidikian, Salesforce, Cathy Moses, ServiceNow, je crois que vous l'aviez. Exact. Orange maintenant. Orange, absolument. C'est vrai. Tous d'ailleurs partenaires de la JFD, et on se retrouvera le 8 mars pour célébrer Les femmes. les Margaret. Les Margaret. Après les Césars, les Oscars, les Margaret. Et la bonne nouvelle, c'est que toutes ces femmes réunies ont cette ambition et ont cette volonté de travailler et de recruter des personnes venues de tous horizons et d'apporter ce nouveau regard dont on a tant besoin dans le numérique. Mais vous avez une responsabilité de pédagogie quand même, je le redis pour terminer l'émission, parce que expliquer, prendre par la main, même des personnes comme moi, très peu éduquées sur ces sujets, permettent de démythifier et peut-être de faire tomber certaines angoisses ou certains fantasmes et stéréotypes sur le sujet. C'était un vrai plaisir de vous accueillir, Delphine Rémy-Boutan. Elle change le monde. L'événement, c'est le 8, c'est les Margaret. C'est le 8 mars. Mais rien à voir avec Margaret Thatcher. C'est Margaret Hamilton. Voilà. Celle qui a contribué au premier pas de l'homme sur la Lune. Et on remettra le prix Les Margaret à nos lauréates et on les découvrira ensemble. Ça sera où? Au Pullman Paris-Montparnasse. Au Pullman Paris-Montparnasse. Patrice, allez-y Delphine, je vous écoute la parole. C'est simplement, voilà, ce sera un moment assez exceptionnel et pour notre 10e édition de la JFD. Merci Patrice Anato, député LREM de Seine-Saint-Denis, engagé cette fois-ci sur l'ensemble de votre territoire, au-delà de vos circos. Sur l'ensemble du département, et j'aimerais bien annoncer que cet après-midi à 16h30, à la Chambre de commerce et de l'industrie de Bobigny, nous avons un atelier découverte et opportunités des métiers du numérique. Allez donc jeter un œil. Merci Patrice Anato et puis merci à Frédéric Bardot. J'étais très heureux de vous accueillir, président et cofondateur de Simplon.co. Je l'ai bien dit? Oui. Ça commence. C'est du métro Simplon. C'est le métro Simplon, c'est le fameux métro Simplon. Merci à vous trois et puis on suivra évidemment l'évolution de ce grand numérique qui se met en place jusqu'en 2027. On a quelques émissions à faire. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Tiens, ça va faire écho avec ce qu'on vient de se raconter. La grande démission, parfois, oui, on en parle beaucoup aux États-Unis. Est-ce qu'elle nous guette, cette grande démission de salariés qui décident de rompre leur contrat et de quitter leur poste, tout simplement? On en parle avec Julien Breuil et c'est dans Fenêtre sur l'emploi.